Bien, bonjour à tous. Je vais demander à nos trois intervenants de bien vouloir rapidement se présenter. Et puis après, nous entrerons dans le débat qui est héritage contemporain de la franc-maçonnerie. Si tu veux bien, tu as un micro. C'est bon? Voilà, tu appuies dessus. Juste là? Là, c'est bon? Oui, bon, c'est parfait. Vous m'entendez? Bon, bah, écoutez, bonjour. Donc, je suis Éric Saunier. Donc, mon obédience, c'est le Grand Orient de France. D'ailleurs, au Grand Orient de France, je suis directeur de ce qu'on appelle l'Institut d'études et de recherche maçonnique, l'IDERM. Et sinon, sur le plan civil, je suis enseignant-chercheur, je suis historien. J'ai publié un certain nombre d'ouvrages sur l'histoire de la franc-maçonnerie, dont l'un des derniers est un collectif qui porte sur les colonies. Gardez votre micro comme ça. Donc bonjour à toutes et à tous, David Lebras de la Grande Loge nationale française. Donc je remplace Daniel Pacou, notre grand secrétaire national. Voilà, et dans le monde profane, je travaille dans le milieu des collectivités territoriales et je suis également enseignant à l'université spécialisé sur les questions précisément de politique territoriale. Voilà. Philippe Liénard, bonjour. Voilà, je suis membre de la Grande Loge de Belgique, outre-Quiévrain donc. Et puis jusqu'à il y a peu, j'étais aussi membre de la Grande Loge de France. J'ai été avocat pendant toute ma vie, puis magistrat. J'ai écrit des bouquins, ça fait le 30e que j'ai eu le bonheur de pouvoir faire. Je cause trop. Et puis je me tais, donc, en attendant. Voilà, merci. Bien, mon frère, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire pourquoi l'héritage franc-maçonnique est-il important dans notre monde contemporain? Qu'est-ce qui fait que nos traditions, notre façon de travailler, nos méthodes sont importantes au XXIe siècle? Merci Massor. Donc, alors, je reviens sur ce que j'ai dit initialement. Donc, moi, je suis de la Grande Loge nationale française. C'est une obédience spirituelle, c'est-à-dire que on se vit comme une communauté de croyants. La foi est exigée pour entrer à la Grande Loge nationale française. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait qu'on envisage la franc-maçonnerie comme une démarche individuelle qui se déroule dans un collectif, qui est évidemment celui de la loge. En synthèse, je dirais que la franc-maçonnerie, c'est pour nous un sport individuel qui se joue en équipe. La troisième chose, c'est que évidemment nous devons être actifs dans le monde, travailler au perfectionnement moral du monde, mais le débat politique et le débat religieux est interdit en loge. Partant de ces trois principes, comment est-ce que j'envisage donc l'héritage et la tradition maçonnique? Il y a une phrase qui, pour moi, est très marquante, qui est issue de notre rituel, qui est qu'au seul nom de maçon, le monde soit convaincu que celui qui le porte est un de ceux à qui les affligés peuvent confier leur peine, les malheureux demander aide et protection, un de ceux dont le bras est guidé par la justice et dont le cœur déborde d'amour. Cette phrase, issue de nos rituels, elle date du début du XXe siècle, elle est atemporelle. Elle transpire évidemment l'héritage maçonnique, elle transpire la tolérance, elle transpire la lutte contre le fanatisme, elle transpire le désintéressement. Et ça, à mon sens, c'est véritablement constitutif de l'esprit maçonnique, de sa vocation. Et l'héritage, précisément, c'est cela. C'est ce qu'on pourrait appeler en sociologie donc un habitus maçonnique. Et j'entends habitus au sens où l'employait Pierre Bourdieu, le sociologue Pierre Bourdieu, donc un ensemble de dispositions acquis ou héritées ou acquis de façon consciente ou inconsciente, c'est-à-dire un système de règles, de normes, une façon de voir le monde, de penser, d'agir, qui nous guide. Pierre Bourdieu parle d'habitus de classe. Moi, je parle d'habitus maçonnique. On est socialisé, on incorpore un système de valeurs et de normes qui va déterminer notre comportement. Et Pierre Bourdieu propose de décliner cet habitus, la notion d'habitus, en 3 points. Le premier point, c'est ce qu'il appelle l'eidos, c'est la perception que l'on a du monde, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'éthos, c'est-à-dire ce sont nos devoirs, c'est notre façon d'agir dans le monde. Et le troisième point, c'est l'exis, c'est-à-dire c'est notre façon de nous tenir, de discuter, d'échanger avec d'autres. C'est un principe qui détermine nos comportements. J'ai pris le train pour venir jusqu'ici.
Il y avait 3 personnes autour de moi. Il était évident que ces 3 personnes étaient maçons et maçonnes. Et effectivement, je les ai revus ici, dans ces lieux. Donc il y a une forme d'intuition de l'habitus. Hop. Voilà, donc si vous voulez, je peux décliner ces 3 points. Je peux m'arrêter là pour le moment. Pour l'instant, Merci. pour l'instant, si tu veux bien, tu vas t'arrêter là. Je vais donner la parole à Philippe. Merci beaucoup, ma sœur. Bonjour à tous encore et à toutes. Je viens d'un monde maçonnique où jamais il ne pleut. Et comme l'écrivait Antoine de Saint-Exupéry, « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». Et donc, je pars d'un principe tout simple, c'est que nos différences respectables nous enrichissent les uns les autres. Le monde maçonnique dans lequel j'ai vu la lumière il y a 37 ans est un monde où on n'exige pas que l'on décline une croyance en un Dieu ou en un être suprême. Alors que ce n'est pas le cas partout, et c'est d'ailleurs majoritairement dans le monde, comme chez notre frère, que ça se passe. Et c'est ça aussi la richesse et la liberté de la franc-maçonnerie, c'est ça aussi qui fait qu'elle est intéressante dans ses différentes déclinaisons. Je ne vais pas parler pour notre frère du Grand Orient, qui le fera bien lui-même, mais les vertus maçonniques, qu'elles soient spirituelles ou sociétales, influent ou n'influent pas sur la société dans laquelle nous vivons, mais elles doivent à tout le moins influer, et je peux vous assurer que c'est le cas, elles doivent à tout le moins influer sur notre être profond. Il n'est pas de maçon qui ne soit influencé par les valeurs qu'il portait avant de voir la lumière et par les valeurs qu'il va engranger, thésauriser, développer et avec lesquelles il va rayonner pendant tout son cheminement maçonnique. Et mon souhait le plus profond que j'essaye d'exposer dans ce livre-là, tiens d'ailleurs, qui est en bas, la franc-maçonnerie dans le monde, mon souhait le plus profond, c'est que chaque maçon soit une lampe allumée et que partout où il se trouve, il fasse clair. Il n'y a pas de prétention là-dedans. Il y a juste le désir profond que chacun soit responsable des valeurs qu'il porte et soit contagieux, donne une bonne image de la franc-maçonnerie. Nous sommes tous ici à n'en pas douter une seule seconde dans cette version de donner la bonne image de la maçonnerie. Or, dans le monde, ce n'est pas forcément le cas. D'une région à l'autre du monde, d'une sensibilité à l'autre, l'image que nous donnons, c'est tout le monde et c'est personne, l'image que nous donnons n'est pas forcément le bon message. Il y a des auteurs qu'on connaît bien, je pense à notre ami Maffezoli par exemple, qui ont écrit des choses intéressantes. Il y en a d'autres qui ont écrit des choses intéressantes aussi. Tout est bon à lire. Et dans ce grand ensemble, vous avez cette diversité qui nous caractérise et qui fait que dans le bonheur le plus accompli, nous essayons, en tout cas c'est mon vœu personnel et ça n'engage que moi, nous essayons de construire des ponts là où peut-être à une certaine époque, d'autres passaient leur temps à construire des murs. J'ai provisoirement dit. Merci. Alors merci pour l'énoncé de ces principes, d'avoir parlé des vertus qui nous animent toutes. Mais peut-être qu'on va passer à un cas peut-être d'application justement de tout ce que l'héritage maçonnique a pu nous apporter dans la gestion d'une politique, et en particulier celle des colonies. Mon frère, tu as la parole. Merci. Oui, donc la démarche, enfin, qui est la mienne, enfin, qui est d'ailleurs très représentée dans l'obédience à laquelle j'appartiens, qui consiste aussi à avoir une sensibilité assez importante à l'histoire et à un espèce de retour en arrière, parce qu'historiquement, elle a, j'allais dire, une ancienneté qui le permet de ce point de vue. Donc l'idée de base, si vous voulez, c'est quand même qu'un héritage, il faut le connaître en globalité pour pouvoir quelque part avancer et réfléchir à partir de cet héritage et rayonner et se poser des questions en tant que franc-maçon et essayer de questionner la société. Et de ce point de vue-là, il y avait un problème avec les colonies, avec la connaissance
des colonies et de la colonisation. C'est qu'on était devant finalement un espèce de paradoxe. On savait que la franc-maçonnerie avait été un fait colonial important. Hein, alors, ce n'est pas spécifique à la France, ça serait valable aussi évidemment pour l'Empire britannique, mais ça serait valable également pour la Belgique d'ailleurs, où il y avait énormément de loges au Congo belge. C'est valable aussi pour l'Espagne, c'est une chose que l'on sait de manière assez plus récente avec le Maroc espagnol. C'est valable aussi pour les colonies portugaises avec l'Angola et le Mozambique. Mais on avait, j'allais dire, assez peu travaillé le sujet en quelque sorte. Donc l'idée, et je crois qu'avant de se poser la question de son propre rayonnement et de discuter entre soi et encore plus de discuter avec la société, c'est quand même bien maîtriser, j'allais dire, l'objet en quelque sorte. Donc d'où l'idée de ce livre, que je n'ai pas amené ici mais qui est en vente, hein, qui est un collectif qui s'appelle La franc-maçonnerie dans les colonies, c'est un ouvrage dans lequel il y a un certain nombre de ce qu'on appellerait de gros plans sur bien les parties de l'ancien empire colonial que l'on connaissait le mieux. Alors Saint-Domingue, évidemment, alors ça c'était plutôt mon domaine, puisque je suis venu à cette histoire-là et à la volonté de restituer cette connaissance, parce que finalement j'ai croisé de temps en temps, on en discutait tout à l'heure avec mon voisin, de temps en temps on arrive à mettre en corrélation ces préoccupations maçonniques et ces préoccupations profanes. Puisque moi je suis historien de la franc-maçonnerie de base, à l'origine, par le biais, je travaille sur le 18e et le 19e, et puis j'ai été affecté dans une ville qui est Le Havre, en tant qu'universitaire, qui se trouve être le deuxième port négrier français. Bon, tout le monde connaît Nantes, tout le monde est persuadé que derrière c'est Bordeaux, mais c'est pas vrai. C'est la Normandie, c'est Le Havre et Honfleur. Et à ce titre-là, j'ai travaillé sur la colonisation, donc évidemment, et sur l'esclavage. Et à un moment donné, j'ai croisé les deux, et ça m'a permis finalement d'observer ce constat, c'est qu'on connaissait assez mal l'histoire de la franc-maçonnerie coloniale. Donc il a s'agit de la reconstituer. Et alors pourquoi ? C'est de deux points de vue. D'abord, c'est pour les francs-maçons eux-mêmes, et après, c'est du point de vue de l'action potentielle des francs-maçons dans la société. Alors, je m'explique. Pour les francs-maçons eux-mêmes, parce que si on fait cet effet rétro sur l'histoire de la franc-maçonnerie aux Antilles d'abord, et puis ensuite en Algérie, en Afrique, ben on voit que toutes les problématiques de la société profane sont posées, donc se posent à la société maçonnique. Le préjugé de couleur, le préjugé religieux par la suite, par une espèce de curiosité, de facétie de l'histoire. C'est un petit peu l'inverse des problématiques qui se sont posées à la société profane, puisqu'on sait que pour ce qui est, entre guillemets, du problème ou de la question de la race, qui est l'objet de tant de polémiques et sur lequel on devrait avoir un petit peu plus de recul et de maîtrise des concepts avant d'en discuter, le préjugé racial initial, il est religieux et il est lié à la couleur par la suite. En maçonnerie, les problématiques elles sont inversées. Il y a d'abord eu un préjugé de couleur qui a traversé les loges, hein, c'est notre histoire en quelque sorte, et puis les blocages ont plutôt eu lieu sur le plan religieux à partir du milieu du 19e siècle. Mais tout ça, c'est des choses. Et puis les loges coloniales sont traversées par l'antisémitisme aussi. Hein. Il y a un antisémitisme très fort dans les loges algériennes à la fin du 19e siècle. Il faut maîtriser tout ça pour discuter des questions. C'est-à-dire se questionner soi-même, d'abord, en quelque sorte. Et puis après, on découvre que le fait colonial est... Alors on le savait pour l'Angleterre, on le savait, mais qu'il est très présent dans les colonies espagnoles, dans les colonies portugaises. Or, la maçonnerie, j'allais dire, il faut qu'elle utilise ce qui est sa clé principale, c'est son caractère international. C'est-à-dire que toutes les maçonneries ont été interrogées par la question coloniale. Donc dans la mesure où on a tous été interrogés par la question coloniale, qu'on soit espagnol, portugais, enfin de langue espagnole, de langue portugaise, de langue française ou de langue anglaise, on a peut-être, je vais dire, quelque chose à dire en termes de mise à distance par rapport à des questions qui sont abordées de façon... Enfin, des fois, je suis assez stupéfait sur le nombre de gens qui emploient le terme de wokisme sans savoir ce que c'est, le nombre de gens qui le défendent sans savoir ce que c'est aussi. C'est un peu notre rôle, c'est de ne pas
rebondir sur le débat public, mais de le repositionner. Et je crois que ce sujet-là est particulièrement intéressant et particulièrement porteur par rapport aux questions qui vont se poser à nous. Mais en quoi notre vision maçonnique, en quoi nos principes ont-ils pu nous permettre d'avoir un regard positif sur le problème de la colonisation, par exemple? Alors ce regard positif, on l'a pas. D'abord, on l'a pas eu dans un premier temps. Les politiques coloniales, j'en discutais un peu avec un étudiant maçon lyonnais qui commence une thèse. Il dit, je travaille sur la politique coloniale. Je lui dis, est-ce que c'est une affirmation ou un point d'interrogation? Parce qu'il n'y a pas eu de politique coloniale, en tout cas du Grand Orient, et ni de la Grande Loge d'ailleurs, jusqu'au début du XXe siècle. Alors que pour la Grande Loge de France, c'est assez normal. Mais alors que la présence des loges aux colonies date de 1738. Hein. Les premières loges aux colonies, c'est 1738, c'est la Martinique et Saint-Domingue. Donc, dans la question, il faut se recadrer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de politique coloniale. Il y a eu des préoccupations coloniales qui ont commencé à se mettre en place et à apparaître parce que, j'allais dire, la société coloniale a interrogé la maçonnerie. Et ce qui est d'ailleurs un phénomène assez classique. Hein. La maçonnerie, souvent, ça a été pareil pour l'affaire Dreyfus, ça a été pareil pour les francs-maçons n'ont pas été vent debout, Dreyfusards, portant la bonne parole avant les autres. La société maçonnique a été interrogée par l'affaire Dreyfus. Et après, elle s'est positionnée, d'ailleurs, de manière parfois assez diverse, mais elle s'est positionnée. Pour la colonisation, c'est un petit peu pareil. Il n'y a pas eu de politique. Et justement, l'intérêt, c'est peut-être pas de mettre en place une politique coloniale aujourd'hui. Ça serait complètement décalé. Mais ça serait d'avoir, j'allais dire, peut-être de se préparer à une certaine manière de regarder les questions que pose la post-colonisation. Philippe ? Oui, si tu flattes ton frère, crains qu'il ne te corrompe. Et je ne vais pas flatter mon frère qui est là, mais il ne le sait pas. Mais je suis allé l'écouter à Bruxelles quand il a fait sa conférence inaugurale, je crois que c'est l'année dernière, oui, dans le cadre de la chaire Theodor Verhagen, je crois. Oui, et j'ai adoré ce qu'il a raconté. Il le décline en bien plus longtemps que ça, et c'est passionnantissime. C'est vrai qu'il s'intéresse à l'histoire. Moi, je m'intéresse au présent et au futur. Alors, dans le futur, il y a un côté dystopie. Il y a aussi un côté inquiétude, on en parlera tout à l'heure. Mais dans le passé, il y a quelque chose qui m'a vraiment secoué et qui traverse des idées préconçues qu'on peut avoir, c'est que tous les personnages que tu cites dans cette belle aventure de Saint-Domingue et puis toute cette période coloniale et tous ces maçons qui ont en partie fait notamment le rite écossais en scène acceptée qu'on connaît aujourd'hui. Je pense à des gens comme Étienne Morin, etc., comme Franken, qui est un Hollandais, comme le comte de Grace-Tilly, qui va dans cette région et qui revient en 1804 et qui se confronte au Grand Orient de l'époque. Grand Orient, qui, faut-il le rappeler comme ça, juste, c'est pas un pavé, hein, c'est juste une petite glissade. Il naît en 1773, si je ne m'abuse, sur les décombres de la première Grande Loge de France qui s'éteint avec le comte de Bourbon-Condé qui meurt en 1771. Et cette première Grande Loge de France, elle a vécu, elle, le fait colonial. Elle a vécu cette période qu'il décrit, notre frère, beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Et ce qui m'a frappé, c'est l'âge. Aujourd'hui, en maçonnerie, l'âge moyen de fréquentation des loges, sans parler des grades ultérieurs ou des degrés ultérieurs, je préfère, eh bien, c'est 48 ans. C'est donc pas jeune, hein, c'est 48 ans, paraît-il, sur base des études du GODF d'ailleurs, 48 ans. 48 ans, ça me paraît étrange. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit 48 ou 45 ans, l'âge moyen, qu'importe, ce qui m'a frappé, c'est qu'à l'époque dont tu parles, tout le monde était jeune. Le comte de Grace-Tilly, quand il revient en 1804, il est jeune. Hein. Les autres aussi, Cambacérès, qui a eu un rôle fondamental, il est jeune. Tous ces gens sont Anderson et De Zaguilier, dont on parle pour d'autres raisons, sont très jeunes. Quand ils
sont chargés d'écrire une histoire merveilleuse à laquelle certains ont pu croire. Et c'est amusant d'ailleurs parce qu'Anderson avait souhaité que son nom ne figure pas sur son texte qu'il ne voulait pas considérer comme des constitutions. Et son nom ne figure effectivement pas sur le texte. Tu me démentis si je me trompe, mais le nom ne figure pas sur le texte Constitution maçonnique, je ne sais plus exactement le titre, il n'y a pas Anderson. Mais tout le monde considère que ce sont les constitutions d'Anderson. C'est assez amusant côté continental, parce que côté anglo-saxon, et tu me démentis si je me trompe, on n'accorde pas cette même importance fondamentale à ces constitutions-là, mais à un autre texte. C'est vous dire que, et puis je me tais, que dans la maçonnerie, nous lisons tous les mêmes partitions, mais nous ne chantons pas forcément les mêmes chansons. Mais nous avons la même grammaire que nous déclinons en fonction de, encore une fois, de nos sensibilités. Il n'y a pas d'âge pour ça, il n'y a pas d'époque pour ça, que ce soit dans le passé, que ce soit avant-hier, ou hier, ou demain. Et pour demain, je me réserve après de vous dire un petit mot. On parle beaucoup de la tradition maçonnique, on parle beaucoup de la méthode maçonnique. En quoi ont-elles pu, ou en quoi peuvent-elles encore influencer notre action ? Je peux reprendre en fait tout simplement le fil de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je vous parlais d'habitus maçonnique, c'est-à-dire une manière d'être au monde, et effectivement, comme je vous le disais, l'habitus, cette notion se décline en 3 points. Donc encore une fois, le premier point, c'est ce qu'on appelle l'eidos. L'eidos, c'est ce qui a donné le mot idée en français. L'eidos, c'est la perception du monde. Et on peut évidemment partir des constitutions dites d'Anderson, pour le coup, on vient d'en parler. Ce qui est intéressant dans ces constitutions, c'est que dès le départ, elles sont latitudinaires. Latitudinaire, c'est-à-dire qu'elle postule le libre choix de la religion. Alors évidemment, libre choix de la religion, mais en un Dieu révélé. Mais en tout cas, les constitutions d'Anderson datent de 1723, et dès 1725, on a la présence de frères juifs dans les loges en Angleterre. Donc ça, c'est intéressant, et ça pose évidemment le germe de la laïcité. C'est-à-dire qu'on trouve les germes de la laïcité dans cette première posture. La question de la liberté, elle est exactement, enfin en tout cas, elle est extrêmement importante aussi, puisqu'on pose la question de la liberté de la religion d'emblée. Et cette liberté, évidemment, il ne faut pas l'entendre comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire renvoyant à une notion de droit, mais c'est bien liberté de choisir ses règles, ses propres règles, de se soumettre à des règles pour faire le bien autour de soi. Voilà. Et donc ça, c'est aussi évidemment important, ce qui fait de la maçonnerie d'emblée une école de tolérance. Et ça, c'est vraiment important, encore une fois, une école de liberté et de tolérance. On pose en réalité les bases de la modernité. La modernité, c'est la conscience de soi, la conscience de sa singularité, la conscience de sa capacité à agir dans le monde, quelles que soient ses conditions matérielles d'existence. Ça, c'est vraiment pour ce qu'on appelle l'eidos. Alors, on pourrait interroger la liberté aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut dire et quelle est la différence avec la conception maçonnique. Il y a ensuite l'éthos. L'éthos, ça renvoie encore une fois au devoir, à la conception éthique que l'on a dans le monde et à notre façon d'agir. Donc là, c'est assez simple, il y a un paradoxe. En tout cas, c'est qu'on dit que le maçon doit travailler au sein de sa loge, c'est là où il se socialise, mais en même temps, il doit être aussi actif dans le monde. Et évidemment, c'est ce que nous disent aussi, enfin c'est ce que nous disent encore une fois nos rituels, c'est-à-dire qu'il faut travailler aux grandes œuvres de la fraternité universelle. C'est l'honneur du franc-maçon. Et l'honneur, c'est une valeur qui est relativement désuète aujourd'hui, mais elle est extrêmement importante en maçonnerie, et elle renvoie évidemment à l'esprit chevaleresque de la maçonnerie, l'esprit de l'honnête homme. Et donc, le maçon doit aussi travailler en ce sens, travailler évidemment aux grandes œuvres de la fraternité universelle. Et le troisième point, c'est l'exis, c'est ce que je vous disais, c'est dans le comportement. Alors évidemment, on est socialisé, on incorpore tout un ensemble de règles lorsqu'on travaille en loge. Ça renvoie évidemment à l'initiation de métier, aux opératifs. Il fallait à la fois sculpter l'esprit, mais aussi sculpter le corps. Il fallait apprendre un métier, donc ça c'est extrêmement important. Je parlais tout à l'heure de l'intuition de l'habitude, c'est-à-dire qu'évidemment quand on croise un maçon, quelle que soit son obédience, intuitivement on repère. Intuitivement on repère, et là la valeur clé c'est l'exemplarité. Il faut être exemplaire, exemplaire dans sa loge, exemplaire dans le monde profane, et travailler individuellement, encore une fois, au vivre ensemble. Juste pour clôturer ce propos, la question de la tradition, elle est extrêmement importante. En fait, l'héritage contemporain de la maçonnerie, c'est la tradition. C'est la tradition dans sa transmission, c'est la tradition dans la construction d'un habitus maçonnique. Pas une tradition dogmatique, une tradition adogmatique. Une tradition qui crée du lien et qui libère.
Une tradition donc, qui n'est pas un dogme, mais qui est un axe structurant nos comportements. Voilà, à mon sens, l'héritage contemporain de la maçonnerie. Mon frère, compte tenu de ce que vient de dire notre frère, est-ce que tu peux nous dire si, au niveau de notre comportement, dans la conception du monde actuel, nous savons encore porter cette tradition, cet esprit au niveau contemporain? Ça, c'est forcément ça serait forcément une opinion un peu subjective et puis contestable que de répondre par l'affirmative. Je pense que individuellement, enfin globalement, on a tendance à voir systématiquement peut-être le verre à moitié vide et les dysfonctionnements d'une institution, mais je pense que globalement, les maçons, j'allais dire, portent cet héritage-là. Simplement, si je me place du point de vue de la colonisation, ils sont actuellement quand même... on est un peu contraint, on est obligé de se réinterroger parce que la notion d'universalisme et de fraternité universelle, c'est pour ça que ces questions-là nous concernent beaucoup. C'est pas ça, elles nous concernent beaucoup, pas simplement parce qu'il y avait beaucoup de loges aux colonies, mais c'est parce que ça interroge aussi cette valeur-là, cette notion-là. La problématique que l'on a, c'est que nous, notre logiciel, il a été construit. Je sais qu'il y a toute une tradition opérative que je connais un petit peu quand même aussi, mais je parle du point de vue de la franc-maçonnerie spéculative, c'est-à-dire celle qui naît au XVIIIe siècle. Notre logiciel, il est vraiment construit avec le cadre qui est celui de l'universalisme des Lumières. Or, cet universalisme des Lumières est quand même très largement construit par les pays occidentaux. Enfin, bon, c'est un peu une évidence que de dire ça. Et qu'on est donc au XVIIIe siècle, c'est construit à un moment où les empires coloniaux, alors il a été ça a été le cas en France, pendant très longtemps on a séparé un premier empire colonial d'un deuxième qui serait apparu avec l'expédition d'Alger en 1830, donc ça maintenant on ne regarde plus les choses comme ça, on parle de la construction d'un empire colonial en gros entre le début du XVIIe siècle et puis l'arrivée définitive des Français en Nouvelle-France. Enfin, quand je dis définitive, au bout de 150 ans, ils se sont quand même fait un petit peu éliminés par les Anglais. Mais donc on considère les choses d'une façon un petit peu globale. Et donc, si on réfléchit, c'est vrai que si on réfléchit un petit peu, les dates que vous avez entendues par moi-même ou par mes frères, c'est des dates du XVIIIe siècle. C'est des dates de 1735, 1738, 1773. C'est-à-dire au moment où les Lumières sont en train de construire une certaine vision de l'universalisme à laquelle adhère la franc-maçonnerie. Enfin, la franc-maçonnerie y adhère, elle fait même partie. Elle n'est pas créatrice de temps en temps, il faut être modeste quand même. Hein. On n'est pas les créateurs du monde. Hein. On est souvent une force accompagnatrice. Mais c'est intéressant, ce n'est pas dépréciatif de dire qu'on est une force accompagnatrice. Il s'agit de bien accompagner. Parce que l'être humain est quand même, pour moi, il est un peu sur le sommet d'un toit, et il peut soit tomber du bon, soit du mauvais côté. Et notre boulot, c'est d'essayer peut-être de faire tomber les gens du bon côté. Donc, il y a une interrogation véritable, j'allais dire, actuellement. Alors, ça veut dire qu'il faut pas, ça ne veut évidemment pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, en disant, voilà, notre universalisme et notre notion a été construit au début du XVIIIe siècle, donc tout ça, faut le balancer. C'est pas la question. Ce qui est certain, c'est qu'on est réinterrogé, j'allais dire, par un universalisme qui doit prendre en compte des cultures dans lesquelles les visions de cet universalisme sont pas... Alors, elles ne sont pas forcément antagonistes ou contradictoires, mais elles intègrent des composantes qui n'étaient pas présentes au début du XVIIIe siècle. Enfin, ça me paraît quelque chose d'assez fondateur. Et puis juste un petit point, c'est pour l'histoire de l'âge qui surprenait mon frère.
faut quand même prendre un petit peu de recul historique. L'espérance de vie aussi à l'époque est de 53 ans, hein, sous le Premier Empire, si mon souvenir est bon. Donc quand vous avez 37, 38 ans, ce qui était l'âge des personnes comme Morin qu'a cité notre frère, c'est des gens qui ont déjà un âge mûr. C'est pour relativiser aussi. Alors moi, je n'avais pas tout à fait les mêmes chiffres. Pour moi, c'était on en a discuté il y a 15 jours, c'était 62 ou 63 ans. L'âge moyen du maçon, du géo, mais je ne pense pas que ça soit très différent dans les autres obédiences. Non, Enfin, non. Y compris à la Grande Loge féminine de y France. compris à la Grande Loge féminine de France, je ne vois pas pourquoi ça serait Non, tout à fait. différent. Mon frère? Oui, voilà, que dire de mieux que lui? Rien, sauf ce que je suis, mais qui n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans cette notion d'universalisme, qui est effectivement eurocentriste au départ, parce que la maçonnerie, elle est née en Europe, et puis elle s'est disséminée un peu partout, eh bien, cet universalisme, la question qui se pose, c'est de savoir si il est à géométrie variable. Si on peut considérer que c'est un bloc monolithique qui est inexpugnable de sa tourelle parce qu'il y a dedans des valeurs dont on ne discute pas parce qu'elles sont universelles par nature, ou si dans cet universalisme, il y a un ADN qu'il faut encore définir aujourd'hui, parce que pour comprendre l'autre, il faut aller vers lui. Pour comprendre la pensée de ce qui est différent, il faut aller vers cette pensée. Si je prends un exemple, sans vouloir entrer dans des débats politico-religieux, encore que dans mon petit monde, eh bien, on peut débattre des questions politiques et religieuses. Vous voyez, il y a des petites différences d'une maison à l'autre. On ne peut pas en polémiquer parce que ça fout le bordel, ça va pas. Et donc, vous avez compris. Mais aujourd'hui, cette question de l'universalisme, et c'est ce que j'essaye d'expliquer là-dedans, est importante parce que l'Européen n'est plus le centre du monde, parce que l'Europe est le vieux continent qui est remis en cause par, que ce soit en termes politiques, ou en termes religieux, ou en termes économiques. Il n'y a pas un domaine dans lequel l'Europe n'échappe pas à une différence qui jaillit d'un endroit à l'autre du monde. Et en matière maçonnique, par exemple, on s'aperçoit que dans la plupart des pays dont l'islam est une religion d'État, eh bien, il n'y a pas, ou pratiquement pas, de maçonnerie. On s'aperçoit aussi que dans ces États-là, eh bien, la maçonnerie n'est pas nécessairement interdite. Il faut le dire, ça. Je vais prendre un exemple qui fait hurler tout le monde. C'est celui du Qatar. Le Qatar n'interdit pas formellement l'existence d'une maçonnerie. Mais dans la culture qatari, c'est tout simplement pas pensable qu'il y ait des loges qui fassent l'objet des critiques qu'on a pu faire à l'égard des loges en Europe, par exemple, à l'occasion d'une bulle de 1738, In Eminenti, que tout le monde connaît par cœur. Et donc, cette histoire du secret qu'il y aurait entre nous fait rire tout le monde. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de secret maçonnique. D'abord, si vous ne me croyez pas, et je vous invite à ne pas me croire, eh bien, imaginez que le secret maçonnique est une chose qu'on ne répète qu'à une personne à la fois. Hein? Imaginez aussi que lorsque Michel de Ramsay est venu faire sa brillante conférence en 1736, si je ne me trompe pas, à Paris, eh bien, son texte n'aurait pas été connu s'il n'avait pas passé une nuit que la police de Paris a pu détecter comme tel en reprenant sur une table de chevet son texte. Eh bien, cette maçonnerie qui est une maçonnerie de diversité, qui est une maçonnerie où il n'y a pas de secret, qui est une maçonnerie où nous sommes tous égaux, qui est une maçonnerie où on peut parler en paix, en sérénité, sous une voûte étoilée symbolique, mais où on peut se respecter les uns les autres pour les différences qui nous habitent, eh bien cette maçonnerie-là, elle ne fait pas recette partout. Et donc cet ADN qui est, je pense, un des chaînons de la maçonnerie, eh bien c'est un ADN, c'est une mayonnaise qui ne prend pas partout. Dans les pays orientaux, par exemple, c'est plus compliqué.
Dans les pays d'Afrique, la maçonnerie est vue avec un autre regard. Dans les pays d'Amérique du Sud, la maçonnerie fonctionne assez fortement dans la proximité avec les États. Ici, on n'imagine même plus une seconde, sauf dans les bouches habitées par des langues fielleuses, on n'imagine plus une seule seconde de considérer que la maçonnerie soit dans la proximité du pouvoir, n'est-ce pas? On n'imagine pas une seconde que la maçonnerie ait encore aujourd'hui une influence sur la politique, n'est-ce pas? Par contre, il fut une époque où c'était la règle, parce qu'il n'y avait pas autre chose comme laboratoire de pensée que les loges maçonniques. Et c'est très bien comme ça, c'est le rôle d'accompagnateur dont parlait notre frère tout à l'heure. Nous avons ce rôle-là. Nous n'avons pas allumé de lumière, mais nous les avons gardées allumées. Et cette fonction de garde, qui revient à cette notion de tradition, c'est de transmettre. Et transmettre, ça ne veut pas dire répéter comme des perroquets. Ça ne veut pas dire que la tradition, elle est intangible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire bouger les lignes. Ça veut tout simplement dire qu'on doit transmettre la lumière. Et que les moyens sont importants, mais les intentions sont encore plus importantes. D'ailleurs, je pense avoir lu quelque part qu'il fallait scruter le cœur et les intentions avant tout le reste. Eh bien, c'est important. Parce qu'un maçon sans cœur, c'est un univers sans cœur. Et on ne peut pas être le grand architecte de son petit univers si on n'en est pas le cœur. Merci. Nous sommes dans une période où la société, on dit que la société va mal actuellement. Il y a beaucoup de problèmes auxquels nous devons faire face, en particulier en Europe et en particulier dans notre pays. En quoi les valeurs maçonniques, en quoi cet héritage maçonnique peut-il nous aider à aider la société à être plus adaptée à la situation actuelle, que ce soit par rapport à l'éthique, que ce soit par rapport à nouvelles technologies, que ce soit par rapport à ces problèmes multiculturels dont vous avez parlé. Tu me regardes avec une intention marquée de me faire parler ? Pas seulement. Je te donnerai la parole après. Voilà. Mais je crois qu'on peut donner d'abord la parole à Eric. Ok. Effectivement, on vit une période qui est quand même très particulière. On vit aujourd'hui, les chocs deviennent le quotidien de nos concitoyens. Quand je dis choc, je pense évidemment au choc écologique, je pense au choc énergétique, je pense aux chocs économiques, sociaux, etc. Donc on vit une période d'instabilité absolue et on peut même dire que l'instabilité est la norme aujourd'hui et je le mesure bien dans les territoires. Ce qui est intéressant, encore une fois, ce sont les valeurs portées par la franc-maçonnerie. Et la maçonnerie est une boussole, est un guide. En fait, la maçonnerie est une méthode. C'est une méthode jamais achevée. C'est une méthode de travail, encore une fois, sur soi, mais dans la relation à l'autre. Et dans la relation à tous les autres. Effectivement, on peut parler d'universalisme. Pour faire simple, tous les hommes et tous les sœurs sont nos frères et sœurs, ou nos sœurs et frères. Donc il n'y a pas de distinction. Et il est vraiment nécessaire de travailler au-delà des frontières de la loge. Mais encore une fois, d'un point de vue, en tout cas GLNF, ça se fait par un engagement individuel. Encore une fois, il ne s'agit pas pour nous de s'occuper des affaires du monde, mais de travailler à la transformation de l'homme en espérant, et c'est un espoir, c'est l'espérance, c'est la foi, eh bien, que ce travail individuel eh bien, puisse à terme eh bien, contribuer modestement, humblement, mais bon, à la transformation du monde à travers les valeurs que j'ai évoquées tout à l'heure, la tolérance, la liberté de conscience, évidemment, la laïcité, l'amour de l'autre, l'humanisation contre la déshumanisation, enfin toutes ces valeurs évidemment qu'on porte, mais qui sont le fruit, encore une fois, d'un engagement responsable, éthique, individuel. Philippe ? Eh bien, oui. La maçonnerie, elle a déjà connu des périodes de mutation. On a connu des périodes où ça crachouillait dans les micros et des périodes où il pleuvait dans les temples. On connaîtra encore des mutations. Pourquoi devrions-nous douter ? Alors je verse un peu dans la dystopie, mais pourquoi éviterions-nous de vivre encore en maçonnerie des mutations ? Je vais prendre deux exemples qui vont parler à certains et qui ne parleront pas à d'autres. Il y a quelques années,
Je vais citer le Grand Orient de France, puisqu'il est là. Enfin, il n'est pas représenté, mais il est incarné. Eh bien, il y a quelques années, la question se posait au Grand Orient de France, va-t-on initier ou pas des femmes qui vont devenir des sœurs? La réponse était majoritairement claire. À un moment, le Grand Orient de France s'est considéré comme non genré, de telle manière que, évolution, mutation, il y a eu des initiations de sœurs, qui, sauf erreur de ma part, représentent à peu près maintenant 10%, je crois, quelque chose comme ça, un peu plus, tant mieux, du GODF. Même raisonnement au sein du Grand Orient de Belgique, qui lui a procédé d'une autre manière par rapport à cette question de l'extension à l'autre sexe. Eh bien, le GO de Belgique a décidé de se découper en 3 parties. Il y a une partie mâle, si j'ose dire, une partie exclusivement féminine et une partie mixte. Voilà, ce découpage est étrange, mais bon, voilà, on peut le citer comme un exemple de mutation. Après, vous avez les dinosaures, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, je ne peux pas me regarder moi-même, mais enfin, c'est comme si je l'avais fait. Nous sommes au moins 2 dinosaures. Voilà, les dinosaures qui considèrent que la tradition, et je parle des dinosaures mâles, hein, je n'ai pas abordé la question des dinosaures femelles. Eh bien, les dinosaures mâles qui considèrent que la tradition et les old charge s'opposent à ce que l'on voit les choses autrement que dans la mâlitude absolue et universaliste. Et ça, c'est un truc qui me scotche, parce que vous ne trouverez pas l'origine de ça nulle part. Et pourtant, j'adhère, j'allais dire j'appartiens, mais je n'appartiens qu'à moi-même. J'adhère à une obédience où, comme à la GLNF, comme à la Grande Loge de France, eh bien, on considère que, eh bien, on n'a pas à initier des femmes qui deviendront des sœurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas que ces femmes initiées sont des sœurs à part entière, du tout. Mais dans nos maisons, on ne les initie pas. Bon, c'est une absence de mutation. À la question que je me pose et à laquelle je tente de répondre là-dedans, c'est pas de savoir si ça va arriver, mais quand ça va arriver. Parce que le si ne fait pas de doute. Mais le quand, par contre, ça fait jaser. Ça nous provoque parfois des débats houleux qui se terminent pas au sabre, mais au verre. Et nous avons l'immense privilège en maçonnerie, mais vous le savez bien, de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, nous parler en toute égalité, en toute sérénité, et sans que ça ne provoque de vagues. Et je pense que, voilà, en termes de mutation, cette question-là, il y en a une autre. Et cette autre, c'est la question de la laïcité, qui est une notion qu'on pourrait considérer comme franco-française, mais pas du tout. C'est une notion qui peut s'exporter, et elle s'exporte. Voilà, elle s'exporte dans des déclinaisons. Et c'est très bien comme ça, parce que le libre arbitre, la liberté de penser, le fait de ne pas être astreint à dire que l'on croit en un Dieu, qu'il soit à Dieu révélé ou pas, le fait qu'on ne soit pas astreint à dire que l'on croit en un être suprême, quel que soit son concept, eh bien, cette liberté-là, elle est de mon point de vue strictement personnel, et je n'engage certainement pas mon obédience là-dessus, eh bien, c'est aussi une question de mutation d'avenir. La mutation d'avenir n'est pas dans le fait d'imposer quelque chose, mais dans le fait de libérer de quelque chose. La maçonnerie est une force de libération. Elle l'a toujours été. Au début, c'était peut-être un peu compliqué, mais elle a toujours eu un projet sociétal qui visait à se libérer par la lumière et pas un projet sociétal qui consiste à enfermer dans la sclérose de l'esprit. Et je pense que pour demain, la clé, elle est là. Mais je suis peut-être tout seul à penser ça. Rassurez-moi en achetant mon livre. Non, j'ai rien dit. Alors, je vais quand même prendre la parole, puisque j'appartiens à une obédience qui est monogenre et qui le sera tout le temps monogenre. Alors, j'apprends avec beaucoup de plaisir que la Grande Loge de France aurait quelques velléités. On ne sait pas quand, mais un jour peut-être. Officiellement, on n'en a aucune. Hein. Aux sœurs. Si déjà ils acceptaient de nous recevoir, ce serait déjà une bonne chose. Pour nous, je pense que nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes principes, la même volonté d'action au niveau de la perfection de soi-même d'abord,
et puis de ce que nous pouvons faire au sein de la société par notre engagement personnel. Nous partageons toutes ces valeurs, mais nous pensons que l'initiation, elle est une question profondément intime et elle doit se faire véritablement entre femmes, parce que c'est une transmission, c'est quelque chose qui touche au plus profond de l'être et qui permet justement d'amorcer ce cheminement que nous allons faire. Je voulais simplement dire ça parce que j'accepte d'être dinosaure. Moi aussi, d'ailleurs. C'est pas un problème, mais je pense que autant nous savons dans notre rituel une phrase qui dit que nous sommes la moitié de l'humanité, mais n'oubliez jamais, mes sœurs, que l'autre moitié de l'humanité, ce sont les hommes et que nous devons travailler avec eux. Et ça, c'est quelque chose qui est dit dans notre rituel d'initiation et qui fait que nous acceptons tout le monde. C'est-à-dire que si vous voulez venir en visite, vous pouvez venir chez nous. Aucune loge, aucune obédience n'a de restriction par rapport à ce droit de visite et de travail ensemble. Et personnellement, je travaille aussi bien avec des frères de la Grande Loge de France, avec des frères du Grand Orient et des sœurs du Grand Orient, avec des frères de la GLAMF, un peu moins de la GLNF, mais je travaille quand même avec des frères de la GLNF, pas en tenue, mais en collaboration, parce qu'il est important que nous puissions œuvrer ensemble pour permettre quand même à notre volonté d'améliorer le monde de se faire. Mon frère, je te donne la parole. Oui, mais sur cette dernière question, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je voudrais simplement insister sur 2 points. Le premier, d'abord, la question qui a été un petit peu récurrente dans les 3 interventions précédentes, c'est la question du camp, et notamment par rapport à la question du genre. Dans le raisonnement sur le camp, n'oublions quand même jamais que le camp n'est pas déterminé exclusivement par l'espace maçonnique. Il est aussi, ça il faut quand même qu'on ne l'oublie jamais, hein, on a un œil dans le delta lumineux qui pour moi est aussi l'œil du monde profane qui regarde ce qui se passe en loge, parce qu'on est un peu redevable vis-à-vis du monde profane. On n'a pas simplement entre guillemets des droits, on a un certain nombre de devoirs. Et du point de vue du camp, si on prend quelques exemples historiques, souvent le camp c'est le monde profane qui l'a déterminé. Par exemple, la non-mixité du Grand Orient, elle se pose, c'est bien plus vieux que ça. La question, elle se pose, elle est vite réglée, mais elle se pose quand même à la fin du 19e siècle. Et le lien presque, alors j'exagère un petit peu, je vais me faire critiquer, mais le lien presque consubstantiel entre le Grand Orient de l'époque et le Parti radical, qui était quand même pas extrêmement favorable, bien qu'il y ait eu chez les radicaux des gens qui avaient des positions autres, mais qui étaient quand même pas globalement très très favorables au vote féminin et au rôle des femmes dans l'espace public, pour des rôles qui tiennent finalement parfois à la défense de causes que par ailleurs la maçonnerie de l'époque défendait, a été quand même très très déterminante. Donc sur les questions de camp, faut toujours faire un peu ce jeu de va-et-vient entre monde maçonnique et monde qui est en dehors de la maçonnerie. On nous a beaucoup accusés d'influencer le monde, mais il est arrivé quand même assez plus souvent que ce soit le monde qui nous influence que l'inverse. Et puis bon, sur simplement le deuxième point par rapport à ce que disait le frère de la GLNF, je crois que globalement les questions, elles se posent. La question du devenir, c'est-à-dire en gros, à partir de notre héritage, qu'est-ce qu'on peut en faire par rapport aux grandes questions qui se posent aux sociétés contemporaines. Finalement, ce n'est pas si différent que ça. C'est-à-dire que je remplacerai simplement le mot de tradition par le mot de méthode, qui est plus neutre. La tradition, j'avoue que souvent je suis un peu dubitatif, parce que c'est un peu comme disait je ne sais plus qui, le sucre dans le lait chaud, plus on cherche, moins on le trouve en quelque sorte, hein, plus on le remue. Donc la notion de tradition pour moi est moins structurante. Mais par contre, là où je le rejoins totalement, c'est sur, pour l'instant, j'allais dire, face à un monde devant de telles turbulences, notre outil principal, c'est quand même les méthodes. Et ça, par contre, autant, par exemple, dans nos rapports aux idées, notamment l'universalisme
on doit être interrogé par le fait que le monde dans lequel on vit n'est pas le même que celui dans lequel on a produit la notion d'universalisme au début du 19e siècle. Par contre, nos méthodes, ça, c'est quelque chose qui est intangible. Ces méthodes, on peut modifier un peu le rituel, mais ça, c'est pas un changement de méthode, ça, c'est simplement aux marges. Et ça, c'est cet aspect qu'à mon avis, on doit préserver, même si ça passe par un moment pendant lequel on est, entre guillemets, un petit peu déçu et où la maçonnerie aura peu d'influence, globalement. Elle sera même assez attaquée. Enfin, elle l'a toujours été, mais elle sera peut-être un petit peu considérée comme quelque chose de poussiéreux. Ce ne serait pas la première fois que ça arriverait. Hein. C'est arrivé dans le passé aussi, qu'on a considéré que à un moment donné, la maçonnerie, avec ses instruments, ne servait plus, y compris au Grand Orient. Hein. Grand Orient, entre 1895 et la guerre de 14, il y a eu cette idée, parce que le Grand Orient avait joué un rôle accompagnateur dans la construction de la République à partir de 1880, qu'au fond, il y a eu le débat. Hein. Bon, il a été assez vite tranché aussi, mais est-ce que nos décors, nos outils, tout ça, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en débarrasser et devenir finalement simplement une force accompagnatrice de la République. Assez rapidement, on a vu le caractère, j'allais dire, aberrant de ce genre de voie qui consisterait, ni plus ni moins, à faire disparaître la maçonnerie. Mais je pense que ce qui arrivera, c'est que, gardant, j'allais dire, ces bonnes méthodes de travail, la maçonnerie pourra peut-être à un moment donné être plus en phase de mettre en place ces idéaux. Ce qui est arrivé, alors l'exemple qui me vient toujours à l'esprit en vous écoutant parler, c'est l'époque de la Commune de Paris, qui est assez peu connue, parce que la maçonnerie a beaucoup souffert. Elle n'aime pas trop les périodes de trouble, la maçonnerie, c'est assez logique. Enfin, globalement, le tissu associatif n'aime pas beaucoup les périodes de trouble. Donc la Commune a été une période difficile pour la maçonnerie. Par contre, elle va avoir une renaissance dans les années 1880, mais 10 ans plus tôt, ça a été assez difficile. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, la Commune, qu'un certain nombre de maçons, alors certains les ont approuvés, d'autres pas. Jules Ferry, par exemple, qui a été maçon, était quand même pas très très favorable à la Commune, enfin du moins à ma connaissance. Mais en revanche, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les années qui ont suivi, un certain nombre d'idées qui étaient défendues à l'époque de la Commune, était très présente en maçonnerie. Et ce qui a permis cette crise, c'est que 20 ans après, ça a permis à la maçonnerie du Grand Orient et de la Grande Loge de France, d'ailleurs, d'intégrer un certain nombre de ces idées sur l'éducation, sur la laïcité, sur la liberté de la presse aussi, de véritablement pouvoir... épanouir, entre guillemets, ce qui était des éléments de son programme, enfin en tout cas de sa partie non initiatique. David ? Très bref, puisque il est 20 et j'imagine que la salle veut peut-être réagir également. Juste rappeler que effectivement, la tradition, c'est une méthode de transmission. Voilà comment on perçoit les choses. Une méthode de transmission, donc de transmission encore une fois de valeurs, une vision du monde, une façon d'être, un rapport au monde. Ça c'est extrêmement important. Mais cette tradition, elle n'est pas figée. Elle n'est pas figée et évidemment que l'on travaille constamment sur les rituels, que la vie en loge est très différente de ce qui pouvait se passer il y a quelques années également. Effectivement, la question du genre traverse aussi la GLNF. Je rappelle juste qu'on est une obédience reconnue par la Grande Loge Unie d'Angleterre, et c'est en fait la Grande Loge Unie d'Angleterre qui donne le là et qui détermine l'organisation, ou en tout cas les modalités d'exercice de la maçonnerie de la GLNF. Et donc pour le moment, c'est discuté, mais on suit évidemment, on est loyal, fidèle à la Grande Loge Unie d'Angleterre. Voilà, j'en dis pas plus. Le mot de la fin avec FAIM, parce que c'est l'heure, et donc je vais être extrêmement bref. J'ai dans mon délire écrit un rituel maçonnique qui va se jouer d'ailleurs demain, et qui s'appelle 1717, 1804, 2050. Alors 1717, tout le monde connaît cette histoire du fait obédientiel. 1721, la rédaction des constitutions dont on a parlé tout à l'heure, qui sont publiées en 1723. On sait parfois un peu moins qu'on retrouve des traces de loges qui nous intéressent.
la Mary's Chapel Lodge à Édimbourg, la loge de Kilwinning, on est en 1599. Et puis, la maçonnerie, comme je le disais tout à l'heure, évolue, et c'est vrai qu'elle évolue fortement au rythme de la société et qu'elle est souvent un peu même, osons dire parfois les choses, à la traîne de la société. Elle suit la manœuvre, elle épouse l'évolution sociétale. Et je me suis posé la question, dans ce rituel que vous ne connaîtrez pas, que vous ne vivrez pas, que vous n'entendrez pas, et j'en suis désolé pour vous, mais la question de savoir, tiens, en 2050. Alors en 2050, je me suis interrogé sur l'intervention de nouveaux membres de la maçonnerie dans son délire de mutation qui est le mien. C'est l'intervention dans les loges maçonniques de nouveaux initiés qui ne seraient pas des humains mais des humanoïdes. C'est un délire absolu, mais donc j'ai imaginé l'entrée en loge d'intelligences artificielles. Et qu'est-ce que ça peut donner dans la maçonnerie de demain que des robots, pour reprendre un terme qu'on doit à un Polonais qui s'appelle Karol Čapek et qui était repris par Isaac Asimov, ce professeur aux États-Unis de chimie, je pense, qui a écrit quelques bouquins sur les robots, c'est dans les années 30. Eh bien, avec Asimov, on a connu les 3 lois de la robotique. Tout le monde devrait les connaître par cœur. Un robot ne peut laisser un être humain être en danger, ni restant passif, ne pas veiller à éviter ce danger. Enfin, il y a 3 lois comme ça que je me suis amusé à contourner dans ce petit rituel en imaginant que l'intelligence artificielle se dise à un moment, ah ben, tous ces maçons qui, depuis quelques centaines d'années, devraient être des exemples et qui ne sont pas forcément tous exemplaires, et je ne veux pas voir le verre à moitié vide, hein, mais tout le monde n'est pas exemplaire. Tout le monde n'y parvient pas. C'est un effort de tous les jours. C'est un effort de toutes les respirations. Eh bien, est-ce que l'intelligence artificielle ne pourrait pas se dire un jour, nous, on va faire mieux. On va faire mieux qu'eux. On va donc imaginer une nouvelle maçonnerie. Alors, c'est du délire, je sais, mais ça vous donne à penser avant de manger. C'est toujours bien parce qu'on mange moins et on boit plus pour réfléchir. Je vous remercie en tout cas, beaucoup. Merci. On va donner la parole à la salle maintenant, Christian. Oui, si vous avez des questions. Oui. Bonjour. Vous avez donc affaire à un frère de la Grande Loge de France. J'aimerais revenir sur la mixité 2 petites secondes. C'est un peu un serpent de mer. Déjà, juste faire une petite précision. Nos statuts prévoient que notre Parlement, donc les convents, pour le dire autrement, si 5% des loges le désirent, mettent en discussion le sujet de la mixité. Ça, c'est une petite précision réglementaire. Par ailleurs, je voudrais rejoindre les propos de notre frère du Grand Orient, je pense, sur votre gauche. L'idée, à un moment, d'être attrapé par la société. Il y a une chose que vous n'avez pas citée, ou peut-être vous l'avez fait avant, parce que je suis arrivé un peu tard. La société, elle est en train d'évoluer vers l'absence de genre. C'est-à-dire que demain, on peut imaginer que les IEL, puisque ça s'appelle comme ça, ou les non-binaires, ou les non-genrés, vont être de plus en plus nombreux dans la société. Et qu'effectivement, la maçonnerie serait un peu rattrapée par ça. Et j'avais une question, du coup, sur l'origine exacte de l'introduction de la mixité au Grand Orient. Ça vient d'où exactement? Qu'est-ce qui a été le facteur déclenchant? Alors, on a très très mal entendu ici sur la scène. Est-ce que tu peux, Christian, peut-être résumer les questions? Quelle est l'origine de la mixité au Grand Orient de France? L'origine de la mixité au Alors, Grand Orient. au départ, c'est l'évolution de la société. On va sur une société non genrée. Donc, on aura peut-être effectivement des personnes non genrées qui souhaitent rentrer en maçonnerie. Et ensuite, ça a débouché sur la question de savoir quelle est l'origine de la mixité au Grand Orient de France. À toi. L'origine de la laïcité La mixité. Ah, de la mixité.
Vous entendez? Ah oui, excusez-moi. Oui, non, il y a un problème de son. Oui. L'origine de la mixité au Grand Orient. Oui. C'est une histoire qui est assez connue, j'allais dire, qui a maintenant. Alors j'ai fait une erreur là, il y a 15 jours, je pensais que c'était là. C'est chaud, c'est un moment chaud. C'était 2013 et je crois que ça s'est joué un tout petit peu plus tôt, en 2010 ou en 2011. Je ne sais plus exactement. Mais l'origine de... Alors, il y a deux origines. Il y a l'origine, c'est un peu comme la guerre de 14. Hein. Il y a les origines immédiates et puis les origines lointaines. L'origine immédiate, enfin, à ma connaissance en tout cas, hein, c'est cette espèce de jurisprudence qui a eu lieu avec l'initiation, c'était dans la région bordelaise de quelqu'un qui a changé de sexe. Donc ça, c'est l'origine immédiate, enfin j'allais dire que tout le monde connaît, enfin que tous les gens qui s'intéressent un petit peu à ces questions-là connaissent. Puis l'origine plus profonde, parce que ça serait quand même un peu réducteur de le limiter à ça, c'est quand même le fruit d'un... C'est ce que je ne m'explique pas, hein, parce que c'est pas parce que je suis au Grand Orient, ou d'ailleurs je serais dans une autre obédience, ça serait pareil, qu'on a les clés d'explication à tout. Ce que je comprends assez, c'est la non-mixité entre le moment où ça s'est joué, enfin ça aurait pu se jouer, c'est-à-dire la fin du 19e, qui voit l'émergence, et puis après la reconnaissance du droit humain. Ça, je comprends bien pourquoi. Entre 1880 et la guerre de 40, et la fin de la Seconde Guerre mondiale, je comprends bien pourquoi il n'y a pas de... Pourquoi ça ne marche pas, en quelque sorte, pourquoi cette solution vers la mixité ne marche pas. Je suis plus, ce qui est à mon avis est le cas de toute personne, je suis plus interrogatif pour ce qui concerne la période qui va des années 50 jusqu'à 2010-2011. Et je pense que ça a été quand même un des éléments, c'est pas le seul, hein, il y en a bien d'autres, mais ça a été un peu un des éléments de décrochage, j'allais dire, de ce qu'on appelle, peut-être de manière un petit peu abusive, la capacité d'influence et de correspondance de l'obédience avec l'évolution de la société. J'avoue que je ne me l'explique pas véritablement, mais l'origine de la question de la mixité se pose dès la fin du 19e siècle avec finalement l'émergence du droit humain, de la Grande Loge symbolique écossaise. Et puis bon, cette raison immédiate, c'est cette initiation, ces deux initiations, puisque je crois que c'était deux initiations et pas une, excusez-moi, qui ont eu lieu dans des loges bordelaises. Oui, juste un mot, sauf si c'est trop tard. C'est réservé aux questions et il nous reste 10 minutes, donc, et on a plusieurs questions dans la salle. Oui, bonjour à vous tous, une équipe interobédientielle, ça fait plaisir. Je vais faire une observation et poser une question, et je ne suis pas loin du sujet de la mixité. J'ai vécu pendant 30 ans la maçonnerie dans la région parisienne et j'ai eu la maçonnerie régionale depuis 3 ans. Et j'ai pu constater, par comparaison à la région parisienne, que dans cette région, la diversité et la différence sont quelque peu déficientes. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, si c'est le cas, est-ce que vous avez une explication ou quelques explications? Merci. Je n'ai pas très bien compris. Il faut que tu répètes, Christian. Tu peux résumer. La mixité semblerait plus répandue dans la région parisienne que dans notre propre région. La diversité semble être plus répandue en région parisienne que dans notre région. Non. La diversité, mais c'est quoi la diversité? J'ai vu la diversité et la différence développées dans la région parisienne. Je n'ai pas remarqué cela dans cette région. Est-ce que vous avez une explication à cela? Quand je dis diversité et différence, c'est social, professionnel, ethnique, culturel et tout ce que vous voulez, ce qui touche à l'universalisme. Alors c'est le problème de la diversité, c'est ça? Exactement. La diversité aussi bien dans les origines professionnelles, culturelles. Oui. Oui, mais quel est le postulat? C'est que c'est plus ouvert dans la région parisienne Oui, qu'en province, exactement. ou l'inverse? Non, c'est plus ouvert dans la région parisienne
qu'en province. C'est plus logique. Enfin, c'est plus logique. Je sais pas, c'est pas une question de logique, c'est un adjectif qui est un petit peu malheureux. Mais alors après, il faut être assez. Je suis provincial, donc je peux le faire. C'est-à-dire que on peut pas me taxer de parisianisme puisque je suis provincial. Mais je dis, ça serait un petit peu à mettre en relation avec tous les phénomènes culturels. Enfin, la relation qu'a la maçonnerie avec tous les phénomènes de transformation culturelle, c'est-à-dire de plus grande ouverture sociale, de démocratisation du recrutement. Paris est toujours un petit peu, enfin depuis, à partir de 1815, bon, en gros pour le 18e c'est un peu différent parce que c'est une société d'ordre, c'est difficile de faire des comparaisons. Mais il y a toujours une espèce d'avancée. Alors c'est plus, au 19e c'est plutôt de Paris par rapport au reste. Là, visiblement, c'est plutôt la région parisienne par rapport à la province. Mais ce n'est pas extrêmement étonnant. Hein. Je pense que ce que vous dites me paraît globalement assez dans l'ordre des choses. Enfin, si tant est. Ouais, ça, c'est... Oui, ça, c'est pourquoi, mais ça, c'est un phénomène global. Il y a toujours un phénomène de descente sociale, de descente géographique, de Paris vers la province, enfin en tout cas pour la France. Mais, enfin, juste en complément, enfin, une loge, non mais il n'y a pas de souci. Une loge, c'est pas un club, c'est-à-dire que lorsqu'on compose une loge, on veille quand même systématiquement à ce qu'il y ait une diversité sociale, une diversité ethnique, une diversité culturelle. On est toujours très attentif à cela. Après, effectivement, en région parisienne, et j'en viens, il y a une diversité plus importante, mais parce que la population parisienne est aussi plus diverse à la base. En revanche, il y a plus une unicité, je dirais, sociale. Quand je vais en province, parce que j'ai été initié dans une loge provinciale, je vois moins d'hétérogénéité ethnique, mais je vois plus d'hétérogénéité socio-économique. Donc c'est pas exactement la même chose. Et quand je vais dans le sud, parce que ça m'arrive aussi, là je vois effectivement, alors pour le coup, des logiques un peu professionnelles, c'est-à-dire des loges qui se constituent autour. Ça arrive aussi, quoi. Mais en tout cas, le but, c'est évidemment d'éviter l'effet club et de faire en sorte une loge qui marche bien est une loge diversifiée, évidemment. Oui, bonjour. Je suis heureuse d'avoir quand même entendu parler du droit humain il y a quelques minutes. Je voudrais dire qu'une des grandes évolutions de la franc-maçonnerie, en tout cas le rappeler pour ceux qui l'avaient oublié, c'est 1893. La création de la Grande Loge symbolique écossaise, donc le droit humain, obédience mixte, enfin nous on appelle ça un ordre mixte et international, qui ne se pose plus depuis longtemps du problème de genre, pour qui l'initiation est la même pour tous. Hein, et en tant que femme, je peux vous assurer que cette initiation, elle est effectivement la même, quel que soit notre genre. Hein. On ne parle plus même d'hommes et de femmes, ce qui règle bien des problèmes qui se posent dans d'autres obédiences. Hein. Donc je voulais simplement rappeler ce fait que depuis 1893, il existe une obédience mixte et internationale. Ma sœur, nous sommes tout à fait, bien entendu, informés de ça, et nous savons tout l'effort qui a été fait par le droit humain. Nous avons une diversité dans le paysage maçonnique qui est une richesse, je pense, parce que ça permet à chacune de trouver l'endroit où la personne va pouvoir se perfectionner dans les meilleures conditions possibles. Donc ça peut être des loges monogenres, ça peut être des loges mixtes. C'est vraiment, moi je crois que justement, une des richesses du paysage maçonnique, c'est sa diversité, et qui permet à chacune, véritablement, de poursuivre son chemin maçonnique dans de très bonnes conditions. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de francs-maçons en France. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être beaucoup de francs-maçons en France, pour reprendre ce que tu dis. Par rapport à l'Allemagne. Oui, non, mais je vais me faire tenser. Donc voilà, je fais court. La France est un exemple parmi les exemples. En termes de mixité, le DH dont on parle, si on retire la Fédération de France et la Fédération de Belgique, ça fait un peu moins. Mais je suis ravi que le DH existe, comme je suis ravi que Delphi existe,
qu'Humanitas existe, que des grands Orients mixtes existent, que des grandes loges mixtes existent. Bref, que cette diversité dans le monde maçonnique crée, j'allais dire une offre, c'est pas un bon mot, mais crée une possibilité d'être en accord avec soi par rapport aux choix qu'on fait. De ce point de vue-là, l'EDH est une machine de guerre, et c'est très bien comme ça, parce que cette structure internationale a justement cet aspect dont on parlait tout à l'heure tous les trois, d'internationalisme, c'est-à-dire de maçonnerie qui va au-delà des frontières, parce qu'encore une fois, et je sais que je me répète, mais après je me tais, je ne dirai plus un mot, on est là pour construire des ponts et pas pour bâtir des murs. Voilà. Ich heb gezegd, on dit ça en flamand, vous savez, du côté là-bas. Ce n'est pas vraiment une question, je voulais m'inscrire en faux par rapport à ce qu'a dit notre frère parisien. J'ai été au DH pendant 19 ans et je suis en Grand Orient depuis 11 ans. Je suis de la région 6, donc cette région-ci. Nous avons 2 conseillers de l'ordre femmes. Je suis présidente de la solidarité maçonnique au Grand Orient, donc je suis une femme, et je fais partie d'un atelier dont la moitié sont des femmes et la moitié des hommes. Donc je pense que la mixité dans notre région est tout aussi bien représentée qu'à Paris. Et je pense que de toute façon, c'est pas vraiment, personnellement, je considère que ce n'est pas vraiment un sujet. J'ai dit. On n'a pas trop les instruments de calcul. Je crois que ce qui est bien, c'est que chacun puisse s'exprimer. Ça, c'est le plus important, et témoigner de ce qu'il a vécu. Mais je pense que chacun trouve sa place dans le monde maçonnique. Et c'est ce qui est le plus important. Et ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaisse pas le travail que font les autres obédiences. Ça veut dire qu'on est là pour œuvrer ensemble pour une société meilleure. Et je crois que c'est le plus important. Merci à vous tous. Merci.